Bonjour Thierry. Salut, c'est bon, ça va? Très bien et toi? Ça va très bien, impec. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc on va discuter ensemble aujourd'hui pour un podcast qui s'appelle Et demain. L'objectif, c'est de parler avec des gens qui sont engagés, experts dans leur domaine, qui vont nous confier un petit peu leur vision de ce domaine-là et évidemment, selon eux, comment ça va se passer pour nous, pour eux, pour leur domaine, demain. Ok. Ok pour toi? Super. On démarre de manière assez classique. Présente-toi. Qui es-tu? Donc je suis Thierry Fabat, donc un certain âge, je ne sais pas si je le donne, donc 61 ans, donc je fais partie de ceux qui ont démarré leur carrière professionnelle il y a assez longtemps maintenant, dans les années 80, dans un monde qui était quand même très différent de celui d'aujourd'hui, et en particulier sur les sujets aujourd'hui dans lesquels je m'investis concernant l'impact environnemental des entreprises, tous ces sujets qui n'étaient absolument pas, je veux bien le reconnaître, dans mes radars quand j'ai démarré ma carrière professionnelle. Voilà, donc années 80, je suis né, je dirais, dans une entreprise. Mon père, toute ma famille était impliquée dans une entreprise familiale qui s'est beaucoup développée après-guerre, dans la distribution de produits frais. Et donc en fait depuis tout petit, j'ai toujours passé mes étés en stage dans l'entreprise avec... J'étais le seul garçon de la famille, y compris de mes oncles. Quelque part, j'étais prédestiné à être le futur successeur de ma famille, enfin de mon père, de mon oncle, à la tête de l'entreprise. Donc, j'ai pas eu beaucoup de questions à me poser étant jeune et surtout au niveau des études. Je suis rentré dans la vie professionnelle le plus tôt possible. J'ai même écourté mes études supérieures de commerce. J'avais vraiment envie d'être dans l'action. Donc j'ai démarré dans le groupe familial, sauf que c'était donc distribution en gros de produits frais. Une entreprise qui avait beaucoup progressé au rythme de l'évolution des grandes surfaces. Après-guerre, voilà, les premiers hypermarchés. Mon père avait une politique, une stratégie qui a permis vraiment d'accompagner ce mouvement des grandes surfaces, donc qui a fait le succès du groupe familial. On était grossistes, comme on dit, commerçants, on achetait des produits frais aux industriels qu'on revendait à ces épiciers de plus en plus gros qu'étaient les supermarchés. Sauf que dans les années 80, au moment où je suis rentré dans la vie professionnelle pour poursuivre, c'était en même temps le moment où ces grandes surfaces ont expliqué aux négociants que nous étions qu'il fallait qu'on change de métier, que c'est elles maintenant qui allaient acheter directement aux industriels et qu'ils avaient besoin éventuellement de logisticiens, de dépôts, de camions pour distribuer les produits, les livrer à leur magasin, mais qu'ils n'avaient plus besoin de négociants. Et donc ça a été un gros changement culturel et à la limite même une catastrophe. Beaucoup de ces grossistes de l'époque ont disparu. Très vite, en 2-3 ans, en fait ils perdaient à coût de 20-30% de leur chiffre d'affaires, en même temps que des enseignes, Carrefour, Leclerc, leur expliquaient on ne veut plus de distributeurs, on ne veut plus d'intermédiaires négociants, on va faire directement ces achats. Il y a eu des tentatives de regroupement, de concentration dans ce secteur. Tu as démarré avec déjà, dans ta carrière professionnelle, une obligation d'adaptation à un changement de ton environnement. Voilà, alors c'était un petit peu prédestiné là-dessus. Oui. Je dirais alors, je dis ça parce qu'aujourd'hui, ça fait j'insiste un peu sur le sujet parce que vraiment, donc, gros changement dans un monde professionnel qu'il n'avait pas forcément senti venir. Donc au niveau national, cette profession de grossiste qui a mal vécu le fait d'avoir à devenir logisticien, voilà, c'était des commerçants, ont eu du mal, mais ils ont été contraints à le faire par les grandes surfaces, ils n'avaient plus d'activité, on leur confiait plus d'activité. Il y a eu des phénomènes de concentration et le groupe familial, donc un peu contraint dans ce contexte, a été vendu à un concurrent qui était adossé à un groupe industriel. Et donc je me suis retrouvé après 2-3 ans d'entrée dans la vie active pour quelque part amorcer cette vie professionnelle où j'allais être le futur dirigeant. Mais je me suis retrouvé en fait repris par ce groupe. J'étais parti en Espagne pour lancer une activité en Espagne qui rentrait dans le marché commun. Et en fait je me suis retrouvé salarié de ce groupe qui a très mal géré cette reprise et qui a même disparu quelques années après. Et donc à 23-24 ans, retour à la case de départ, j'avais écourté mes études et je me suis retrouvé donc en Espagne avec plus grand chose à faire par rapport à l'activité que j'avais lancée, toujours dans la distribution. Je suis rentré en France et je suis reparti à zéro, commercial, dans des entreprises, voilà. Et en découvrant que le fait que je n'avais pas justement eu un diplôme de secondaire, études supérieures et compagnie, alors que j'avais une expérience très forte en entreprise, je n'étais pas crédible, et donc il a fallu que je refasse mes preuves en repartant commercial de base
petit à petit donc, au cours des années pour progresser, m'intéressant de plus en plus, j'étais commercial, à des choses plutôt dans la gestion, jusqu'à basculer dans les années, fin des années 2000, plutôt dans le monde financier, voilà, où j'ai rejoint en fait mon père qui après cette aventure familiale s'était lancé dans la cession-acquisition d'entreprise, l'activité en tant qu'indépendant dans un réseau, qui toute ma vie, quand je faisais mes aventures, j'ai beaucoup changé d'activité, de secteur, vraiment, me faisait des appels du pied en me disant vraiment, retrouve-moi dans la cession-acquisition, c'est un métier qui va te plaire, on change de secteur d'activité au gré des opérations qu'on mène, viens me retrouver, début des années 2000, 2003, j'étais sur Paris, j'ai décidé de redescendre dans le sud et de le rejoindre dans son réseau de conseil en cession-acquisition à Montpellier, puis de le retrouver sur Toulouse. Et donc j'ai basculé dans ce nouveau métier, conseil, où, je dis tout ça, ça fait un peu long, mais revenant sur Toulouse à cette époque, j'ai l'occasion d'entrer en contact avec un représentant du Centre des jeunes dirigeants, CJD. Il se trouve que mon père était un ancien membre du CJD des années, je ne sais même plus lesquelles, et qui à l'époque j'avais noté que c'était quelque chose qui lui avait beaucoup plu. J'avais 43 ans à l'époque où j'ai eu ce contact, ce retour à Toulouse. Je pensais que j'étais grillé pour rentrer dans un mouvement qui s'appelle le CJD. Ce n'est pas du tout le cas. Je suis rentré au CJD et là, vraiment une rencontre, des rencontres exceptionnelles. En tant que dirigeant, j'étais de plus en plus sensible à des questions concernant l'environnement, concernant tous ces sujets, des débuts des années 2000. Dans mon secteur professionnel, les opérations de rapprochement, de cession-acquisition, ces sujets, ils étaient complètement hors radar. Donc voilà, je découvrais que cette sensibilité, elle avait à aucun moyen ne s'exprimait pas. Et au CJD, tout le contraire, grosse sensibilité à ce sujet. Voilà. Et l'occasion au CJD, que ce soit local ou au national, de me plonger à fond dans le pourquoi du comment, dans notre façon de traiter l'économie, on ne prenait pas bien en compte l'environnement, on était négligent sur des questions sociales. Le CJD à l'époque développait un concept qui existe encore, qui est la performance globale, qui se trouve être un peu la RSE avant terme. Donc je me suis passionné pour ce sujet. J'ai profité d'être au CJD pour rentrer sur ce sujet sous l'angle comment cette performance globale se traduit en termes économico-financiers. Ces interlocuteurs que j'avais au quotidien dans mon boulot qui ne prenaient pas du tout en compte ces sujets, ou très peu, je voulais savoir pourquoi est-ce que ça allait changer. Grâce au CJD, j'ai eu des occasions de rentrer en contact avec un peu tous les précurseurs, tous les chercheurs, que ce soit la Banque de France, qui commençaient, heureusement, début des années 2000, à se pencher là-dessus. Voilà. Et j'ai donc, quelque part, été un peu aux premières loges, un peu des initiatives, des expérimentations du CJD. Donc ça m'a encouragé à poursuivre, jusqu'au moment où, quelques années après, donc constatant quand même qu'en pratique, dans l'activité professionnelle qui était la mienne, au contact des investisseurs, au contact des banquiers, des opérations de rapprochement, toutes ces questions de financement, d'évaluation d'entreprise, de projection sur le futur, ça restait très très loin du compte. J'ai décidé de quitter ce monde de la cession-acquisition, toujours en étant au CJD par ailleurs, dans lequel je m'investissais beaucoup en bénévole, et d'aller vers le conseil en RSE, responsabilité sociétale, qui, début des années 2010-2011, était en train de s'installer en France, qui ressemblait beaucoup à la performance globale dans laquelle j'étais déjà très investi. Voilà. Et donc j'ai poursuivi en professionnel, en conseil, quelque part cette volonté de voir comment on articulait ces sujets de performance globale RSE et de performance financière. Qu'est-ce qu'en disaient les banquiers, qu'est-ce qu'en disaient les investisseurs. Voilà. Ça n'a pas été simple. Surtout que la région toulousaine, par rapport à ce que je voyais dans d'autres régions, était quand même très très à la bourre sur le sujet de la RSE, très critique sur la RSE. Voilà. Et donc sur le terrain, malgré mes contacts à Paris, Banque de France, des gens qui m'expliquaient des choses vont changer, des choses sont en train d'être préparées, on est en train de faire les calculs sur les risques, les opportunités, les assureurs, on voit bien que ces sujets de climat, avec ces rapports qui commençaient quand même depuis des années, interpeller un peu les acteurs économiques. Voilà, tous ces chercheurs, ceux qui étaient un peu dans le back-office des sujets financiers que tu connais bien, me disaient ça va bouger, on est en train de pointer, alors il nous faut du temps, il faut qu'on accumule des données, mais on se rend compte
qu'il y a quand même un écart entre des entreprises qui font attention à leur environnement et celles qui le négligent. Et on commence à se dire qu'en tant qu'investisseur, en tant que prêteur, ce sont des sujets qu'il va falloir qu'on regarde. Là, tu es dans les années 2010, c'est ça? Un peu plus 2011-2012, oui. Voilà. Alors, la RSE officiellement. On est il y a 10-12 ans, voilà. Ça paraît pas loin, mais dans le monde du développement durable, dans le monde de la finance responsable, c'est une éternité, parce qu'il y a même 5 ans, on en parlait très peu au final. Et toi, en fait, par ton parcours, tu as pu quand même être sensible à l'évolution de l'intégration justement de ces éléments de responsabilité des entreprises, pas que dans une volonté de conviction personnelle, mais là on parle d'investisseurs qui commencent à se dire déjà de manière assez froide, faites gaffe les gars, la résilience des entreprises et leur performance tient aussi compte de leur impact environnemental et social. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est vraiment les prémices. Oui, mais c'est il y a quasiment une quinzaine d'années. Voilà, et ça paraît très loin quand on voit comment les choses évoluent aujourd'hui, hein, parce que pour rappel, dans le monde de la finance responsable, on vient tout juste de définir ce qu'était une activité durable ou pas en Europe. On en parle souvent. Voilà, donc on vient tout juste de se dire, ok les gars, on est d'accord, ça c'est durable ou pas durable, donc on est encore assez loin de ce que tu peux décrire, et donc c'était il y a 15 ans. Ouais. Entre les années 80, parce que ton parcours il est intéressant dans le sens où tu as démarré, je pense, comme beaucoup de personnes aussi à ton époque, c'est la voie familiale, quoi. Je suis le chemin que m'ont tracé mes parents. Si tu me permets, quelque chose que je dis souvent, et c'est presque après coup que je me rends compte, j'ai vécu, mais en étant très proche, je l'ai vécu vraiment dans mon quotidien, à mon petit niveau, une évolution qui maintenant, dans les bouquins presque d'économie, j'ai vécu, moi j'ai démarré ma vie, et quand j'étais jeune, le monde économique était aux mains des commerçants, des acheteurs et des vendeurs. Les comptables, c'était des gens qui manipulaient des grands livres où il fallait écrire proprement, il n'y avait pas sur d'ordinateur, tout ça. Donc c'est certainement pas eux qui faisaient la loi. Il y avait les commerçants et négociants qui savaient calculer des marges et qui savaient surtout comment, entre la parole, le côté théâtral et tout ça. Et moi, toutes les personnes de qualité dans mon monde professionnel, ce que je voyais quand j'étais enfant autour de moi, mon père, ses relations, et quand je suis rentré dans la vie professionnelle, les rois du monde, c'était les excellents vendeurs, les excellents commerçants. Et j'ai vécu cette évolution, ces grandes surfaces là qui sont arrivées à nous expliquer, vous changez vous n'êtes plus négociant, demain vous n'allez plus acheter, vendre, vous allez être des logisticiens. J'ai vu monter petit à petit en puissance ces comptables, les gens qui petit à petit étaient équipés avec des machines, alors ça restait encore très primaire par rapport à ce qu'on connaît, mais le chiffre commençait à monter en puissance. Quand j'ai quitté le groupe familial, que j'ai repris donc des fonctions commerciales dans des PME, j'ai vu à quel point les dirigeants de PME, même les bons commerçants que je connaissais, qui étaient des dirigeants avec qui je collaborais, se sont retrouvés très vite pris sous les explications de comptables, d'experts comptables, qui ont commencé à leur expliquer que pour être un bon dirigeant, il fallait faire attention aux besoins de fonds de roulement, à des notions qui étaient comptables de bilan, qui pour la plupart leur échappaient complètement. Donc, grosse mise sous tutelle de l'expert comptable, comme le disait mon père. À l'époque, mon père avait une formation expert comptable et tout, donc qu'il avait dépassé, mais il voyait bien ce qui se passait. Il me disait, tu sais, le problème aujourd'hui, les dirigeants, même pour aller pisser, il faut qu'ils demandent à leur expert comptable. Voilà, c'était une plaisanterie à l'époque, mais on n'était pas loin du compte. On salue le dicton de Papa Faba, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà, et ce moment-là, donc je l'ai vécu, moi, des dirigeants, encore une fois, mis en difficulté, parce que très bons commerçants, très bons négociants, très malins, mais pas du tout capables de comprendre, d'interpréter, de bien gérer le besoin de fonds de roulement, la trésorerie, toutes ces notions. C'est des mondes différents, parce que, en fait, ce que je comprends là de ce que tu racontes, c'est qu'on était passé sur quelque chose d'assez local, au final. Commerçants, les vendeurs, petites structures, on se connaît, il y a de l'humain, il y a le bagou, il y a tout l'argumentaire commercial, et en fait on commence à structurer ça sur des grosses machines, des grosses entités, et là on fait attention à des indicateurs qui sont plus des indicateurs physiques même ou pas humains. Encore à ce point, mais c'est le début de ce regard performatif et de ce regard de gestionnaire qui très vite, et même allait dépasser les experts comptables même, qui ont commencé à être les premiers à expliquer la bonne gestion, c'est attention à la trésorerie, donc avec ces termes qui pour certains restent encore aujourd'hui barbares, de besoin de fonds de roulement, de trésorerie, tous ces équilibres de bilan, le bilan, le compte de résultat.
les écritures comptables et tout ce qu'on leur fait dire ou qu'on leur fait pas dire. Tout ça, ça a échappé beaucoup à ces interlocuteurs. Et même ces experts comptables-là, et je les ai vus là, dans la poursuite de ma carrière, surtout quand je suis allé m'intéresser, que j'ai rejoint mon père dans la profession de cession-acquisition, où là, ce sont les financiers qui sont au pouvoir, et qui avaient pris la main sur les experts comptables, parce que même en termes d'expertise comptable, la manipulation des agrégats comptables, des notions américaines qui arrivaient, des EBITDA, des bits, toutes ces opérations financières, le monde financier, années 80, qui avait pris la main, ce qu'on appelle aujourd'hui les néolibéralismes et compagnie. Donc ces notions financières qui sont venues même rajouter un regard, une couche de calcul, de tirer des conclusions sur les comptes sociaux classiques, pour leur faire dire des choses, l'actualisation financière, le fait de calculer combien j'investis 100 € aujourd'hui, à l'époque c'était en francs, d'après mes calculs de probabilité, de risque, d'opportunité, la valeur de l'argent, le bêta, machin, est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir 100 € maintenant dans une boîte et combien ces 100 € voudront demain? Tous ces calculs-là, du monde financier, qui par ailleurs est en train de bénéficier d'un équipement de plus en plus pointu au niveau des machines, des ordinateurs, la façon de compter, de pouvoir compter, de faire de plus en plus de chiffrage avec des formules mathématiques de plus en plus sophistiquées, ça a donné la possibilité à ces acteurs financiers de prendre la main, y compris sur les comptables, qui se sont retrouvés quelque part même bousculés au niveau de la comptabilité, avec, après je ne veux pas aller trop dans la technique, mais les financiers qui ont commencé à demander aux experts comptables de bien vouloir prendre en compte dans les comptes de l'entreprise des éléments qu'eux suivaient, mais qu'on ne retrouvait pas strictement dans les comptes. L'IFRS, donc voilà, de cette façon, la valeur marché. Voilà. Et moi, dans la cession-acquisition, la valeur, le capital immatériel d'une entreprise, tout ce qui n'est pas dans les comptes, les financiers, et en particulier quand il s'agit de valoriser, de faire des opérations de cession-acquisition, se plaignaient que dans les comptes sociaux, tous les comparatifs, le benchmark qu'on peut faire sur les comptes, il y avait une partie de la valeur qui n'était pas inscrite littéralement dans les comptes et qui ont demandé donc une évolution. Ce que tu expliques aussi là, c'est que tu as vu arriver une transformation de comment on valorise les entreprises qui à l'origine sont quand même valorisées par l'humain qui la compose. On a vu arriver tout un tas de nouveaux calculs, tout un tas d'obligations, de reporting, qui ont mis de côté les réalités physiques de l'entreprise et l'humain qu'il y a dedans, et qui ont mis en avant des ratios, des chiffres, et donc on a changé la manière de piloter les entreprises. Peut-être qu'il a fallu transformer des entreprises qui avaient une vocation à évidemment gagner de l'argent, mais aussi peut-être amener un climat social plus sympathique, à des machines à rentabilité avec des indicateurs froids, sans prendre en compte le social. Et toi, tu as vu ça se développer. En plus, dans le monde de la cession-acquisition, tu es forcément confronté aux valorisations d'entreprise. Et c'est des termes qui sont peut-être un peu barbares pour ceux qui ne comprennent pas, mais que l'on retrouve toujours aujourd'hui sur, quand je valorise une entreprise, je prends ce qu'on appelle l'EBITDA, c'est-à-dire qu'est-ce que je crée comme valeur une fois que j'en prends, combien j'ai gagné d'argent, avant amortissement, après amortissement. Est-ce que j'ai, pour faire simple, combien j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai payé, il reste un montant, c'est ce qu'on appelle l'EBITDA, on le multiplie, ça donne la valeur d'une entreprise. Voilà. Mais c'est, pour toi, aujourd'hui, et on reviendra quand même sur la fin de ton parcours, parce qu'il y a une question que je vais te poser en plus, mais là c'est intéressant ce qu'on est en train de se dire. Pour toi aujourd'hui, ce changement un peu de valorisation des entreprises, on en paye le prix aujourd'hui ? Moi, c'est clair qu'on en paye le prix parce que quelque part tout ce discours très scientifique, très pointu sur les chiffres, les formules, donc, que j'ai été amené moi-même à intégrer, d'ailleurs c'est assez intéressant parce que mon père, lui, qui venait du terrain et qui depuis des années, depuis 20 ans déjà faisait de la cession-acquisition dans cet univers, moi j'ai découvert par ailleurs donc, le discours très financier, toutes ces notions, et mon père avait une capacité à être en recul, en observation de tout ça, le prendre vraiment, en disant il y a beaucoup quelque part d'esbrouf. Et lui, il était à m'expliquer, tu sais, la valorisation coin de table, comme on dit, avec quelques agrégats. On ressentit surtout de la réalité des entreprises, dont s'occuper de cession-acquisition, souvent avec des grands groupes qui étaient prêts à acheter, mais c'était des cibles PME, donc
la taille d'une entreprise qu'on connaît bien, dont on connaissait bien les réalités, mon père comme moi. Puis les personnes étaient sur le terrain, voilà. Venaient rencontrer les dirigeants, venaient rencontrer les équipes. Voilà, visiter les usines, voilà. Sentir voilà, vous voyez assez vite l'entreprise qui est bien gérée, celle où c'est propre, voilà, tous ces aspects-là que mon père arrivait quand même à avoir en tête au moment, il ne se laissait pas déborder, pris par toutes ces notions, voilà, avec l'ordinateur, les ordinateurs qui commençaient à pouvoir vous permettre de faire des simulations de calcul. Lui, il était très très en retrait. N'empêche que, moi à cette époque-là, je me suis senti obligé d'approfondir mes connaissances sur tout cet univers. Et plus j'avançais dans cet univers, très impressionnant dans ces formules mathématiques et tout, plus je découvrais à quel point il y avait un mode de représentation des choses, et un paravent, mais qui était, on en parle souvent, totalement bidon. C'est-à-dire de projection sur des chiffres, des hypothèses qui pouvaient assez largement vous éloigner des réalités que des gens du terrain pouvaient, eux, ressentir sans avoir besoin. Oui. Puis on ne prenait pas en compte, et on le prend très peu aujourd'hui en compte, les réalités physiques des entreprises, les limites physiques auxquelles sont confrontées les entreprises. Là, je ne parle même pas d'environnement, là je parle on parlait de capital immatériel, d'humain, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise elle arrive à attirer des gens, qu'elle les garde, voilà. Tout ça tu ne le retrouves pas forcément dans les comptes, bon, tu vois des entreprises rentables, avec des bonnes trésoreries, voilà, avec des chiffres de toute façon. Et dans les sessions-acquisitions, quand il y a un changement profond de direction, alors une PME plutôt dynamique, plutôt en progression, qui se voit racheter par un grand groupe, l'alchimie, le 1+1, il n'est pas toujours au rendez-vous, comme on dit. Ces entreprises qui se portaient bien peuvent tout d'un coup, une fois reprises par un groupe, avec assez souvent un changement du dirigeant, complètement changer de façon de fonctionner. Ça peut être ou positif, elles ont, grâce au groupe, des nouveaux moyens, voilà, à la limite, elles profitent de nouveaux contextes pour que leur capital immatériel puisse jouer encore plus à une autre échelle. Mais bien souvent, c'est plutôt l'inverse, c'est le fonctionnement du groupe, suivant comment il est constitué, qui vient abîmer ce capital immatériel, cette ambiance qu'il peut y avoir, ce qui fait le succès de la boîte, voilà, qui vient d'être abîmé par des processus, par des choses qui arrivent du grand groupe, une façon de compter, une façon, voilà. J'ai vécu ça plein de fois. On est attrapé, on se retrouve digéré dans la grosse machine, et donc on perd aussi l'identité propre. Ce que tu disais, le côté humain, voilà, on perd son patron dans une PME, on l'a plus. Enfin, on peut avoir des dirigeants. Quand vous êtes racheté par un grand groupe, le décideur ultime, ça peut être quelqu'un que vous ne rencontrerez jamais, qui se trouve être voilà, la tête de holding d'une entreprise. Voilà. Et lui, il prend des décisions avec des chiffres, sans venir forcément sur le terrain, et là on touche aussi aux limites de ce côté sur-agglomération des entreprises. Tout à fait. Et tout ça, donc, c'est même en dehors après d'un autre phénomène, et celui-là où je suis monté en préoccupation, j'avais pas cette vigilance sur l'environnemental. Voilà, en rentrant au CJD, voilà, là, j'étais comme un peu tout le monde, un peu conscient de celui qui suivait l'actualité, voilà, le discours des écologistes, de voir certaines catastrophes. Mais je n'étais pas assez sensible au niveau vraiment impact économique. En rentrant au CJD, avec, dans mon environnement, des dirigeants, eux, très très préoccupés par ce sujet depuis longtemps, avec qui j'ai eu des échanges, des discussions, qui m'a permis de me rendre compte, en dehors de ce côté capital humain immatériel que je voyais assez peu pris en compte ou mal pris en compte, en plus, il y avait tout cet impact environnemental, toute cette non prise en compte des impacts environnementaux, de pollution et tout, que je trouvais quand même assez grave. On rachète une entreprise, elle est performante. Si cette entreprise s'avère être négligente au niveau de son impact environnemental, on peut se dire à un moment donné, je vais avoir à le payer, on ne va pas pouvoir, il va falloir... Ouais, mais là, tu réponds avec ta dimension aujourd'hui RSE, mais à l'époque, c'est pas forcément quelque chose qui est embêtant, parce que ce qui compte, c'est que ce soit une machine à cash. Moi, ce qui me choque dans ce que tu dis, c'est qu'on est dans les années 2000, et tu es en train de nous dire que dans le monde de la cession-acquisition, donc dans le monde du supermarché des entreprises... À l'échelle de PME, enfin, voilà, je vais pas dans les opérations internationales. Je vais aller au bout quand même. Dans les années 2000, lorsqu'on valorise une entreprise, dans ce monde-là, tu nous dis qu'il n'y a personne qui à un moment dit « Hé les gars, là on est en train de valoriser les entreprises qui de toute façon fonctionnent grâce à des matériaux physiques à un moment donné. On a une limite physique,
certaines, hein, les matériaux ne sont pas des ressources illimitées, et en aucun cas, dans la valorisation de l'entreprise, on prend en compte le fait que ces ressources ne sont pas illimitées, et donc à un moment, l'entreprise va se retrouver confrontée à un mur, et là, il n'y a personne. Alors, bon, c'est hallucinant, bien évidemment. Après quoi, oui. Mais comment ça se... Ouais, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 2000. On avait déjà eu des rapports, on était déjà au courant de pas mal de choses. Club de Rome, tout ce que tu veux. Voilà, donc que le grand public n'ait pas été sensibilisé à ça, parce que les médias n'en parlaient pas, je l'entends, mais que des spécialistes de la valorisation des entreprises, c'est-à-dire des mecs qui vont quand même mettre du pognon pour acheter des boîtes, n'aillent pas pousser la réflexion à ça, qu'est-ce qui, selon toi, explique qu'on ait ce niveau? Alors, j'ai envie de parler d'incompétence, mais je pense qu'ils étaient aveuglés. Qu'est-ce qui explique qu'on ait eu ce niveau d'incompétence à ce moment-là? Alors là, je dirais que le phénomène est encore assez actuel. C'est pas faux. Voilà, alors, avec des évolutions. Un peu moins, mais ouais, c'est pas faux. C'est-à-dire, le mode de représentation qu'on peut avoir de la réalité de son monde, voilà, le décodage, moi je dis souvent, je parle de radar. Par rapport à la complexité du monde, chacun installe avec son parcours, sa culture, une sorte de radar. Il est capable de capter, il se fait une représentation de son monde dans lequel il y a des opportunités, des dangers avec ce radar-là. Tant que vous n'avez pas, et c'est encore le cas aujourd'hui, d'excellentes raisons de modifier le radar, de le changer, de modifier les paramétrages, vous fonctionnez avec ce radar. Et tant que ça roule, vous continuez à fonctionner comme ça. Donc dans votre monde, c'était le monde des financiers à l'époque, les histoires de ressources et tout, c'était très à la marge. Le risque, l'analyse des risques et tout, fait par ce qui alimente quelque part les opérationnels de modèles, voilà, de tout ce sur quoi ils s'appuient techniquement. Ça commençait à peine à prendre en compte, attention, peut-être ressources, il y a des tensions sur telle et telle ressource, il y avait déjà le pétrole et tout fait. Déjà, il y avait eu la crise de pétrolière et tout, donc on était bien conscient qu'il y avait un problème de ressources, mais enfin, globalement, les prix augmentent, c'est une histoire de prix marché, plus que de problème de ressources. Hein. Le pétrole, il y a la moyenne, il monte, il descend, on va le mettre dans nos paramétrages, demain, ça va me coûter plus cher, le gaz, le pétrole. Est-ce que je vais, par ailleurs, vendre plus cher? Est-ce que je vais continuer à faire de la marge? Si tout ce que vous vous racontez, les radars que vous installez, et les infos que vous avez, tout ça vous permet de trouver une issue et que vos modèles opportunités fonctionnent, et que d'année en année, bon an mal an, à part quelques parfois d'échecs, mais que globalement tous les gens, tous les acteurs financiers considèrent que le radar il n'a pas à être beaucoup bousculé. Parfois on a quelques surprises, petites modifications, mais ça roule, allons-y. Voilà. Ouais, ce que tu es en train de nous dire en fait, c'est que même si les calculs sont faux, si on est tous OK pour dire que le résultat ça doit être celui-ci, pas de souci. Même le calcul est faux, mais qui dit que c'est faux? Tant oui, que voilà, c'est ça en fait. 1 plus 1 égale 3. Tout le monde dit qu'1 plus 1 égale 3, donc on est bon. Parce que là, tu as employé un terme qui est aussi intéressant et qui montre bien à quel point on manque de vision long terme dans ce domaine. C'est il y a moins de pétrole, il y aura peut-être moins de pétrole, donc on va augmenter le prix. Voilà, on est sur l'offre et la demande. Et il n'y en a pas un là-dedans ou une qui se dit mais peut-être en fait qu'il faut commencer à anticiper un changement parce que s'il y en a moins, peut-être qu'il n'y en aura plus. Voilà. Et c'est assez flagrant. Bon. Alors, on a fait un petit détour par ce côté-là, mais c'est intéressant parce que tu as cette expérience-là, tu l'as vécue, et je pense que tu as, d'ailleurs dans ton activité aussi d'aujourd'hui, dont on va parler, des expériences qui te reviennent et qui te permettent de pouvoir mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, tu nous as expliqué ton parcours, on a suivi la voie familiale, on a trouvé autre chose qui nous plaisait, on est parti sur quelque chose avec une sensibilité, donc il y a un moment où tu t'es dit qu'est-ce que j'aime faire aussi, qu'est-ce qui me plaît. Quelles sont mes valeurs, mais voilà. Exactement. Mon mode de représentation à moi, quoi. 2010, conseil RSE. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Donc aujourd'hui, je suis toujours dans le conseil RSE. J'ai choisi justement parce que je suis sur un territoire donc, qui m'importe beaucoup, la région toulousaine, et j'ai envie depuis quelques années de me concentrer sur ma région, enfin, territoire toulousain, Occitanie. Je n'ai plus envie de galoper, j'ai pas mal circulé en France, un peu en Espagne et tout. Voilà le côté. La RSE
à l'époque où je m'y suis lancé, territoire toulousain, année 2010-2011, très mal considéré la RSE, très négatif sur la RSE. Voilà. D'ailleurs à l'époque, petite histoire avec le CJD, devant ces critiques incessantes et le fait que voilà, on était pris pour ceux qui parlaient de ce sujet comme des charlots ou des bisounours et tout, ou qu'on nous disait non mais c'est pas rentable, on gagne rien à faire. On s'est amusé, je dirais entre guillemets amusé, au travers du CJD, on a rassemblé tous les gens que nous connaissions dans notre environnement, tous les gens avec qui on a eu l'occasion de faire des choses, de discuter, d'essayer de voir un peu qu'est-ce que donnaient ces sujets. Et on leur a proposé de créer un événement pour justement parler différemment de la RSE. Et vu les critiques qui étaient formulées à l'époque, on s'est amusé. Enfin, c'est Daniel Luciani que j'ai rencontré au CJD, mon ami Daniel Luciani avec qui je continue à travailler sur ce sujet de façon intense, qui a proposé qu'on crée un événement comme une pièce de théâtre, comme un procès, et qu'on s'amuse à accuser la RSE au travers d'un procès d'assises. Et concret, donc on s'amuse d'une analogie avec un procès, avec un procureur, témoin, des dirigeants venus à la barre pour venir appuyer la défense ou au contraire accuser, confirmer que la RSE était bidon, était ci, était là. Voilà. Cet événement a bien marché. Il a surtout permis de rassembler au moins une fois par an, parce qu'on l'a fait chaque année, un peu les militants de la cause RSE qui se trouvaient chacun en région toulousaine. Le grand procès de la RSE. Grand procès de la RSE, voilà. Donc les premières années, il faut être clair, c'était quelque chose un peu de militant, même si on essayait d'être sérieux dans les critiques, enfin on appuyait vraiment là où ça fait mal. Les accusations qu'on portait, c'était des choses qu'on essayait d'étayer. On demandait au procureur, pour ceux qui venaient, d'avoir des arguments, des vrais arguments, le public étant transformé en juré pour la soirée et devant décider à terme, suivant ce qu'il avait pu entendre, des témoins et tout, de juger ou pas coupable la RSE. Bon, clairement, notre public, c'était plutôt des gens intéressés par le sujet RSE pour venir au grand procès. Voilà. Donc mais capable d'avoir un regard critique sur les limites de la RSE. Voilà, au moins. C'était un peu l'objectif aussi. C'est toujours l'objectif de cet événement. Un des principes fondamentaux de la RSE, c'est ce côté d'être critique, de faire un retour critique, de voir les limites entre l'idéal et le réel, et de toujours essayer de trouver les voies pour démarche qualité, progression continue. Oui. Voilà. Donc on était à fond là-dedans. Clairement, on était peut-être avec un public donc plutôt et les gens ont été assez peu surpris qu'au final, pendant les premières années du moins, la RSE se retrouvait, il n'y avait plus de culpabilité, elle était libérée, on arrivait à quelque part, le public jugeait que l'accusation n'était pas fondée, et donc il n'y avait pas d'accusation. Même si on a eu fait procès en appel, voilà. Donc on a continué ça chaque année. Tout ça pour dire que dans cette région toulousaine, on était là, 2015, premier grand procès, 2016-2017, avec le CJD, a essayé de faire bouger les lignes. Dans l'expérience CJD nationale dont je parlais tout à l'heure, à m'intéresser des sujets financiers, on avait l'occasion de discuter avec la MAC de France au niveau national, et je suivais une expérience dans une région, elle, par contre, très à la pointe sur la RSE, région nantaise, nos amis de la région nantaise, Loire-Atlantique, alors un contexte culturel, ce qu'on veut, historique, qui a fait que région nantaise, Nantes Métropole, avait envie, politiquement et tout, d'évoluer, de franchir un cap au niveau de la façon de traiter les marchés publics. Et a proposé à son écosystème, là avec une grosse capacité de coopération, de collaboration de tous les acteurs de l'écosystème dans la région nantaise, ce qui n'est pas du tout le cas, même encore aujourd'hui ou difficilement en région toulousaine, donc a fait travailler toutes ces parties prenantes, dont le CJD, dont le MEDEF, dont les banques régionales, dont la Banque de France, dont tout un tas d'acteurs, avec un message assez simple. Nous, collectivités, on veut que nos curseurs au niveau social, environnemental, on veut les faire bouger. Il y a la RSE ou RSO, responsabilité sociétale des organisations, qui nous inspire. On aimerait aller plus loin dans notre façon de gérer les appels d'offres. On se doute bien, on sait, que si on n'est pas adroit dans la façon de monter ces exigences, les PME de notre territoire ne vont pas suivre. Donc il faut, messieurs, dames de notre écosystème, mettez-vous autour de la table, réfléchissez,
proposez-nous une solution pour qu'on puisse progresser dans nos appels d'offres, c'est sur ces critères, en s'assurant que les PME, le tissu des PME, les grandes entreprises, seront en phase avec nous, que tout le monde va se mettre à progresser et qu'on va donc non seulement avoir des achats publics pour ce qui est Nantes Métropole beaucoup plus responsables, mais que les acteurs locaux auront bien compris, se seront mis alignés et que même en respectant donc, un marché public avec les règles de concurrence, on finira par faire travailler en fait plutôt, on va favoriser les gens locaux qui seront eux-mêmes engagés dans la responsabilité. Ça c'était sur Nantes. Nantes, Okay. 2011. Très bien. Donc, je suivais cette expérience, moi tout à fond dans mes histoires, comment on traduit la responsabilité sociétale performance en termes financiers. Je vois cette expérience et surtout donc, un acteur très, très important dans ce mécanisme, l'école Audencia, école de commerce Audencia à Nantes, avec des chercheurs. Que je connais bien, je passe le bonjour à mon petit frère qui a fait l'école là-bas. Voilà, mais je ne savais pas, voilà. Donc Audencia, donc, très à la pointe, des chercheurs et tout, très à la pointe sur la RSE, c'était une rare école vraiment de commerce qui était déjà très avancée, et surtout qui avait un regard particulier sur les PME. La façon dont la RSE qui s'était mis en place, version grand groupe, ISO 26000, enfin, des grandes démarches, voilà, un peu loin de la réalité des dirigeants, ils étaient en train de travailler sur ces sujets. Donc avec Nantes Métropole, ça a de suite bien matché, et ils ont mis des ressources de chercheurs et tout ça au service de cet écosystème. Et moi, étant CJD national, suivant cette expérience nantaise, je me suis glissé dans ces travaux expérimentaux. J'ai rencontré des gens de Nantes et surtout d'Audencia, en particulier. Quelqu'un vraiment qui m'a fait franchir un gros cap dans ma compréhension du système, un actuaire financier. Voilà, donc quelqu'un qui était vraiment quelqu'un qui travaillait sur le côté actualisation et tout, donc vraiment un côté des financiers, sensibilisé à la question de la RSE, et qui a participé aux travaux pour voir comment on arrivait à trouver une façon de procéder permettant à Nantes Métropole de trouver dans des PME des critères rassurant la collectivité sur la qualité et la responsabilité de ces PME. Voilà. C'était un peu quelque part l'appel d'offres de cette mécanique qui a abouti, donc, grâce à ces travaux collaboratifs, en partant vraiment des PME, des dirigeants de PME, plus les techniciens, plus les experts, ça a permis d'aboutir à un système d'évaluation de la RSE très adapté aux PME. C'était le premier qui existait, première tentative de ce type, et moi j'étais très intéressé, qui a abouti donc à 51 critères objectifs, couvrant l'ensemble du spectre de la RSE, s'appuyant sur des éléments, des critères que l'entreprise, même une PME, pouvait assez facilement prouver par des éléments tangibles, vérifiés, vérifiables, reposant à 80% sur des informations comptables, sociales, déjà existantes, déjà traitées par l'entreprise, par les experts comptables et compagnie. C'est toujours d'actualité, ces 51 critères? C'est toujours un outil qui est utilisé par Nantes. Et d'ailleurs, c'est une association qui a été créée, Planète RSE, sur Nantes, pour porter ce sujet. Voilà, suite pour porter à cette réunion, en fait, et cette mise en commun de plusieurs savoirs et de moyens, Planète RSE est née. Voilà, Planète RSE Nantes est née pour porter cet outil d'évaluation, notation, en rajoutant un aspect qui n'était pas neutre et qui reste quelque part assez original. C'est on ne peut pas se contenter d'un côté déclaratif, où vous avez 51 questions, où l'entreprise doit donner les éléments pour savoir si elle est vraiment très loin du compte ou si elle est plutôt dans ceux qui répondent au mieux à ces critères-là. On va organiser un système d'audit ou de vérification entre pairs. C'est-à-dire, je vais donc dans le cadre d'association, on est trois auditeurs qui, par ailleurs, sont des responsables d'entreprise qui un jour vont eux-mêmes être audités. Mais là, je joue le jeu en étant formé et cadré, avec certains process très proches de l'audit. Je vais aller visiter, à l'occasion de une demi-journée, l'entreprise X qui a fait son évaluation. Je vais m'assurer que les éléments qu'elle donne, sur lesquels elle appuie cette évaluation, correspondent à une vraie réalité. Tu vas de manière bénévole faire cette action? Voilà. Parce que du coup, l'entreprise qui fait la démarche de checker ces 51 critères, elle le fait avec quel objectif? Elle le fait, alors à l'époque, ça c'était un gros appel d'air. Après coup, on en parlera par rapport à l'expérience toulousaine, c'est Nantes Métropole
qui avait installé ce système comme un moyen de filtrer pour accéder aux appels d'offres de la ville de Nantes. Ok, donc on est sur une sélection des entreprises engagées, Voilà. en tout cas les plus engagées, pour avoir accès aux appels d'offres. Voilà. Très bien. Pour avoir une notation notation RSE, une évaluation RSE permettant à Nantes Métropole de considérer que la PME en question, après il y avait les critères prix et tout, mais au moins sur l'aspect responsabilité sociétale, elle était d'un bon niveau. Alors on ne demandait pas, parce que c'était pas à l'époque à toutes les entreprises d'être... C'est les prémices, donc voilà. On est sur quelque chose d'innovant. Voilà. Et surtout déjà, pour quelque chose cette démarche, on a une belle mise en relation de tous les partenaires. Voilà. Le bénévole vient faire l'audit, on valide, il y a un scoring. Voilà, une évaluation avec une note. Et donc ça, c'est Planète RSE Nantes, c'est ça ? 2014, l'association est créée pour porter le système d'évaluation et le système d'audit, donc à travers d'une association avec une adhésion. Toutes les entreprises qui adhèrent, TPE, PME, voire plus gros, payent une adhésion et bénéficient et sont obligés de passer cette évaluation dans les 2 ans, dans les 6 mois de leur adhésion, avec un système où on s'engage quelque part à assurer les audits pour d'autres entreprises, un système qui permette de faire tourner la mécanique. 2014, CJD national, on suit cette expérience, je la suis côté recherche, je disais cet actuaire conseil. Moi, la question que je me posais, comment vous êtes arrivé à définir avec 51 critères, dont 9 critères économiques de base, l'équilibre financier de base, comment vous pouvez vous assurer que ce sont des critères en plus qui s'appuient beaucoup sur des éléments comptables, sociaux, qui existent? Comment tu peux t'assurer, c'est devenu un ami, l'actuaire, que ça, ce sont des critères qui permettent de dire cette entreprise, elle est plutôt responsable ou pas? Et donc là, il m'explique toute la mécanique. Très bonne question. Voilà. J'apprécie, tu animes le podcast à ma place, c'est parfait. Mais non, mais c'est super, parce qu'en plus, je n'avais pas pensé à cette question. Mais oui, c'est comment on est certain que ça amène une vraie transparence sur l'engagement de l'entreprise. Mais surtout qu'à l'époque, déjà, on n'en était pas à se poser autant de questions sur l'extra-financier et compagnie, mais tu te dis, comment à partir de bilan comptable, surtout quand tu as pointé, comme je le faisais moi depuis des années, qu'il manquait plein d'informations dans les bilans comptables, le capital humain et tout ce qu'on ne trouvait pas, comment à partir des seuls éléments comptables, quasiment, quand je dis seul, il y avait quand même quelques demandes dans l'évaluation, tu as quelques critères qui t'obligent à sortir du purement comptable. Enfin, la grosse base, ça restait, c'était un peu l'avantage du système, c'est-à-dire on ne vous demande pas d'aller chercher des infos que vous n'avez pas ou que vous ne saurez pas calculer, on va s'appuyer sur ce que vous manipulez. Et alors, du coup, déjà. Comment il fait? C'est une histoire de probabilité, de statistiques. Okay. Le recoupement d'éléments chiffrés, de comparaison, permet de faire ressortir des choses un peu surprenantes, qui sortent du lot général et qui permettent au moins de se dire cette entreprise, elle mérite que j'aille au-delà des comptes pour aller vérifier si elle est bien dans un schéma de responsabilité, si elle fait bien ci, si elle fait bien ça. Et d'ailleurs, l'actuaire en question, qui a collaboré à la mise au point de ces 51 critères avec les dirigeants qui disaient, moi, ne me demandez pas X critères en plus, parce qu'après ça devient l'usine à gaz. D'ailleurs, depuis ce travail, certains ont voulu reprendre cette évaluation, cet outil, pour l'adapter, et souvent on rajoute des critères et on finit par tomber par une usine à gaz, donc ça devient très peu opérationnel. Là, l'idée, c'était d'être vraiment, presque, les critères à minima. Même il y a des versions encore plus allégées, mais là peut-être après on bascule dans l'eau, ça devient un peu... Voilà. Mais ce même actuaire, dans ces opérations suivies par la Banque de France en région, qui était elle-même, je le savais, au national, a commencé à se dire qu'il faudrait quand même qu'on s'organise Banque de France pour vérifier que la responsabilité sociétale, ça a ou pas un impact sur les critères qui nous importent. Oui. Parce qu'on ne peut pas continuer à dire, d'ailleurs, j'en parlais souvent avec mes interlocuteurs Banque de France en local, je leur disais, vous nous faites, comme beaucoup, assez bien être responsable environnement, mais quand on parle de chiffres, de comptes, d'évaluation, de crédit, vous vous en tenez plus compte. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? Certains interlocuteurs reconnaissaient que, oui, c'était un peu un manquement, et qu'ils allaient devoir, à un moment donné, se pencher sur la question. L'expérience nantaise. Ils ne l'ont pas dit publiquement, ça. Ah non, ça vraiment pas, voilà. Où je leur faisais dire, moi je me rappelle une réunion ici à Toulouse. En off. Voilà, en off. Non, devant tout le monde, je les secouais en leur disant, mais alors, attendez, vous nous dites, ah c'est super l'environnement, bravo dirigeants,
Et puis dès qu'on rentre dans le détail, bon, on va parler évaluation, on va parler chiffres, et vous ne le prenez plus en compte. Bon. Oui, c'est pour te faire plaisir, tu as raison, c'est bien ce que tu fais. Mais, voilà, c'était, nous, on a c'est notre pipeau. modèle, Voilà. voilà. Donc là, pas trop, pour revenir, excusez-moi, je parle beaucoup, mais pour revenir au sujet nantaise, là, tout d'un coup, quelqu'un de la Banque de France, suivant cette expérience en local, donc cet écosystème qui travaille, qui se met d'accord avec des... Voilà, s'intéresse au sujet et connecte l'actuaire d'Audencia qui avait travaillé sur le sujet avec les services de la Banque de France nationale. Il se trouve missionné pour travailler sur un outil permettant à la Banque de France de dépioter, d'analyser les comptes des entreprises, voilà, pour essayer d'identifier celles qui, à partir un peu de ces mêmes critères, étaient certainement dans une démarche responsabilité, pour aller vérifier avec le postulat que peut-être les entreprises engagées, enfin, ce que disait un peu le sens commun, elles allaient être plus résilientes, plus capables de subir des difficultés, qu'elles allaient, au niveau des risques, opportunités, peut-être mieux se comporter que d'autres. Donc ils ont poursuivi ce travail vraiment en back-office, là, grâce à cet outil, avec l'idée, cet outil donc de dépiotage des comptes, hein, voilà, le travail vraiment des chiffres, voilà, qui moi, parfois te dit, je ne sais pas ce qu'il faut faire aux chiffres, pour identifier les entreprises méritant une visite des acteurs, des évaluateurs de la Banque de France, parce que tu le sais, la notation Banque de France, c'est pas juste un scoring mathématique, c'est une appréciation humaine qui valide ou pas. Tu peux remettre en question la notation Banque de France. Voilà. Donc il y a eu tout ce travail. Ils se sont rapprochés du CJD dans lequel j'étais, qui a priori leur fournissait des bases de données d'entreprises engagées pour vérifier, donc entreprise, telle activité, telle taille, CJD a priori responsable avec des éléments qualitatifs que nous avons, même entreprise, lambda, même secteur et tout. On va les benchmarker toutes les deux dans le temps et on va voir comment ça se passe pour elles. Qui a permis d'aboutir, donc, et ça a pris du temps, analyse 1 année, 2 années, des chiffres, de plus en plus d'entreprises. On vérifie en plus ce qu'on pensait en 2011 sur l'avenir de l'entreprise 5 ans après, bien on vérifie si ça s'avère réel. La Banque de France étant quelque part dans l'obligation de... si elle postulait que tel ou tel aspect mérite une évolution à la notation, de ne pas se tromper sur sa façon d'estimer le truc. Oui, ce qui est normal, on ne peut pas lui reprocher ça. Mais là, on est donc sur la mise en place à l'échelle nationale et sur un acteur back-office, voilà, forcément beaucoup plus important qu'est la Banque de France. Ça fonctionne? C'est-à-dire, ça met du temps à se confirmer. Voilà. Moi, sortant de ces expériences de suivi, je suis allé à des réunions Banque de France pour parler même avec des experts comptables à la Banque de France, expliquant, je me rappelle, une réunion de l'ordre des experts comptables à Paris, grand colloque. La directeur entreprise de Banque de France, ça fait des gens haut placés de la Banque de France, venir tenir un discours aux experts comptables, qui, alors je te le dis, à l'occurrence à l'époque, ne s'intéressaient absolument pas à l'RSE. Pas de radar, on en revient à ça, il n'y a pas de radar là-dessus. Donc, pas de radar, les PME, RSE, on ne voit pas le rapport. Voilà. Donc le message qu'a tenu devant moi, j'étais témoin pour parler de planète RSE et tout, aux experts comptables, c'est nous avons des outils qui permettent de faire ressortir dans nos analyses bilan des entreprises a priori qui sont plus RSE que d'autres. Aidez-nous, messieurs, dames, les experts comptables, à nous fournir de l'information pour étayer ce sentiment. Et un outil comme Planète RSE, justement, peut vous éclairer sur les outils comptables, les critères comptables, telles déclarations à l'URSSAF et tout, qui participent de cette validation qu'on est sur des choses sérieuses. Et messieurs, dames, les experts comptables, en plus, vous pourrez peut-être nous amener de l'information qualitative, nous aider pour approfondir, voilà, entre ce que les éléments purement comptables, sociaux nous disent et ce que des vérifications qualitatives peuvent nous amener en plus pour valider que l'entreprise, c'est pas par hasard qu'elle se retrouve avec des agrégats qui ressemblent à quelque chose de RSE, mais qu'elle est vraiment dans une démarche RSE et compatible. Les experts comptables à l'époque, la réponse c'est qu'est-ce qu'on a à y gagner? C'est quoi le risque juridique qu'on se mouille à vous donner des éléments et tout? Qui c'est qui nous couvre? Voilà, donc merci, au revoir.
Voilà. Banque de France, beaucoup déçu par, voilà, par le peu d'engouement pour avancer tous dans le même sens. Bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait, là on est en 2014, 2015, et que même à cette époque-là, 2017, même, voilà, il n'y a pas encore de prise en compte des acteurs importants du monde de l'entreprise, que sont les experts comptables, sur la RSE. Je vais rebondir un peu sur le grand procès de la RSE, que toi aujourd'hui tu organises quand même sur Toulouse, principalement, c'est ça? 8e édition le 7 octobre. Voilà. Si je te dis qu'aujourd'hui, la RSE, c'est simplement un petit vernis pour améliorer l'image de l'entreprise sans changer fondamentalement leur rôle. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Je pense que cette phrase, c'est une phrase qu'on a souvent repris et qui a servi d'accusation et compagnie, donc elle existe toujours. Il se trouve que par rapport à certaines entreprises qui se prétendent engagées dans la RSE, c'est tout à fait la réalité. C'est de la RSE, comme on dit, cosmétique, accessoire. Voilà. Mais ce qui a globalement beaucoup évolué ces dernières années, voilà, et vraiment de façon très forte, c'est que cette RSE cosmétique, ce sur quoi on appuie ces arguments quand on fait que de la RSE cosmétique, c'est jugé maintenant comme pas vraiment de la RSE. Voilà. Mais jugé par qui? Par ceux qui sont, quelque part, qui doivent valider, qui apprécient les tenants et les aboutissants de l'engagement responsable. Mais comment ça se fait qu'alors aujourd'hui, moi c'est un peu le reproche que je fais, mais je partage ton point de vue, comment ça se fait qu'aujourd'hui, la majorité des consommateurs et des citoyens, en fait, ne se rendent pas compte de ça? Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire de la RSE abusive, sans forcément de l'impact concret, sans forcément quantifier. Et puis, tu peux avoir un budget RSE de 1000 et puis un budget pour communiquer sur ta RSE de 10 000. Ouais. Et en fait, tu deviens une entreprise exceptionnelle aux yeux des gens. Et, alors que dans la réalité, puis on pourrait en citer plein des entreprises comme ça, tu n'as pas cette responsabilité sociétale. Mais c'est, enfin, là, on est dans les schémas alors, très classiques, et bon, qui parfois tout peut être outré, tout ça, mais en fait, il est souvent beaucoup plus question d'être bon dans les arguments, dans ce que tu racontes, que bon dans ce que tu fais vraiment. Et ça, c'est une réalité. Depuis que je travaille sur ces sujets, au niveau de la façon de convaincre, qu'est-ce qui est important, qui est un phénomène presque humain. Ah oui. Voilà. Ce qui compte, c'est d'être bon pour raconter l'histoire, peu importe si l'histoire elle est bonne ou pas. Et ça, les communicants l'utilisent à fond, c'est quelque part les biais humains, la façon dont on fonctionne, tu sais, ou tu sais pas, mais dans la RSE, justement, c'est question de comment je peux convaincre, comment je valide le fait, comment j'assure la transparence, comment je suis ou pas crédible. Ça fait beaucoup appel au mécanisme humain, quels sont nos capteurs, les émotions, l'intelligence. On sait aujourd'hui que beaucoup de discours scientifiques existent, et tous les rapports du GIEC et tout, ne suffisent pas à nous faire changer de comportement. Voilà. On peut avoir lu le rapport du GIEC, être au courant de tout. On ne va pas pour autant changer dans les comportements, parce que ce sont d'autres critères, d'autres aspects qui nous mobilisent et qui nous font agir. Voilà. Ça, c'est vrai pour l'humain, et comme les organisations, à ma connaissance, ce sont des humains qui s'activent dedans. Voilà. On est un peu dans le même schéma. Donc la RSE, comme tout un tas d'autres choses, est dépendant de ces mêmes phénomènes. Quand tu places la barre un peu plus haut au niveau éthique, au niveau environnemental, voilà, avec tout ce que ça implique comme sérieux, comme exigence, comme effort, comme investissement, beaucoup considèrent que le chemin il est peut-être un peu plus facile, d'être surtout bon dans les arguments, dans ce qui va satisfaire, qui va laisser penser que de l'avoir fait réellement. Et dans le meilleur des cas, pour certains, c'est bon, je baratine beaucoup, mais je fais quand même des choses. Je ne suis pas non plus marchand de musique, comme on dit, voilà. Mais j'ai presque, en étant réaliste, certains disent pragmatique, je mets surtout des efforts pour communiquer, parce que je sais que c'est ça qui change dans l'interaction, dans la relation avec ceux que j'ai à convaincre, les parties prenantes, qui va le plus compter. Voilà. D'être super fort, respectueux de plein de choses, ça ne va pas forcément se voir. Je ne vais pas forcément avoir les éléments chiffrés, parce qu'il y a plein de choses qui ne se mesurent pas, le capital humain, tout ça c'est fait. Voilà. Donc à la limite, si je veux marquer des points, le chemin le plus simple, c'est d'être bon dans la com. Voilà. Ce schéma-là, qui est presque naturel, on en pointe aussi quand même, et depuis des années, c'est là que l'intérêt de la RSE, c'est quand même de regarder qu'est-ce qui se passe en pratique et d'être critique sur les mécanismes qui arrivent, même quand on essaie de faire quelque chose de bien.
entre les opportunistes qui sont les premiers à venir trafiquer, à jouer, à tricher. Bon, ceux-là, en général, ils sont très formés. On peut les voir. Et même dans les mécanismes classiques, voilà, il y a toujours ce regard critique. Et chaque année au grand procès, on insiste là-dessus. Et on met en avant justement les limites entre ce qu'on raconte et ce qui se passe. On ne veut pas laisser ceux qui sont juste à regarder l'écart et qui critiquent la RSE, en disant, regardez, telle entreprise, elle a annoncé qu'elle était RSE, Orpea, maison de retraite, super bien classée sur les critères qu'on appelle ESG, environnement, social, gouvernance, qui est le regard RSE des financiers. Orpea, au moment où est arrivé tout ce scandale, était super bien noté, environnement, social, gouvernance. Bien sûr, c'est facile, c'est assez naturel de dire, mais quel, je veux dire, enfumage ou même foutage de gueule, expression que j'utilise souvent, voilà, c'est bidon, l'ESG est totalement bidon. Tu peux, quand tu as ce genre de cas, le dire et le crier, mais heureusement, et on le voit par ailleurs, tu as quand même tout un tas d'autres entreprises qui essaient, avec difficulté parfois, qui ont encore un chemin, de s'appuyer sur ces nouveaux critères pour faire un chemin quand même, celui-là qui est plutôt, qu'on peut apprécier, qu'on peut même applaudir. Voilà. Donc, comme toujours dans ces éléments, la RSE n'y échappe certainement pas, vu qu'elle repose sur beaucoup de choses pas évidentes du tout à prouver, qui s'éprouvent même dans le temps, encore une fois, l'éthique, la transparence, le respect réel, voilà. Et on est dans cette mécanique-là, avec ABEB, ces dernières années, justement grâce aux observations, grâce aux critiques formulées par tel expert, par tel suivi, sur le sujet climat, qui est toujours un sujet quand même, qui est monté en puissance au niveau préoccupation. Les entreprises qui ont eu un discours très facile, raccourci sur vous inquiétez pas, 2030 on va devenir zéro, voilà, au niveau impact carbone, enfin, des promesses faciles qui ne reposent sur rien ou sur des calculs bidons et compagnie, ça c'est terminé. L'ADEME, l'organisation donc, le national qui surveille tout ça, qui a les éléments, qui a quelque part la façon de compter, qui s'est mis d'accord avec des experts, la méthodologie, le carbone, qu'est-ce qu'on compte, qu'est-ce qu'on ne compte pas. Elle a peut-être laissé, quelque part pendant des années, les uns et les autres s'exprimer avec des façons de calculer très variables et parfois très arrangeantes. Petit à petit, depuis 15 ans, c'est non, ça, cette façon de compter, elle est bidon. Ça, c'est bidon, et on en est aujourd'hui à dire non. Ceux qui nous racontent tel et tel truc, il faut qu'ils le prouvent par tel et tel calcul, par tel et tel élément. Si vous continuez à raconter que votre entreprise en 2030, son empreinte carbone sera zéro, voire même qu'elle va contribuer à diminuer le carbone mondial, alors que c'est bidon total, là vous allez être sous sanction. Il y a une loi, il y a des lois sur la communication qui vous empêchent de tenir ce genre de faux discours. Et là, les entreprises, certaines, qui pendant des années, leur service de communication et tout, utilisaient un peu ce flou, ces passages un peu permis ou pas trop cadrés, où si on se fait attraper, il n'y a pas de sanction, eh bien, le monde est en train de changer. Elles sont rattrapées quelque part par la patrouille, avec des sanctions qui peuvent être des amendes et tout ça, et surtout, parler du grand public et tout, le développement des réseaux sociaux, la vitesse à laquelle l'image, la réputation des entreprises se répand. Si tu te fais attraper, et Orpea, dont on parlait, si tu te fais attraper là, suite à une enquête d'un journaliste et tout, avec des éléments, et que ça cumule la démonstration que vraiment en interne, de façon cachée, tu étais très très loin du compte entre ce que tu affichais et ce qu'il en était, tu prends en très peu de temps le retour de bâton. Il est monstrueux. Orpea, qui était... Les réseaux, tu sais, je suis un peu d'accord avec toi, mais d'un autre côté, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, parce que c'est certainement pas un vecteur de crédibilité. Et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il est assez simple, si tu veux, de détruire une image. Le cas d'Orpea, j'ai l'impression, a fait énormément de bruit par rapport à ce que c'était. Alors forcément, la sortie du bouquin n'a pas aidé. Mais comme tu le disais, on a tapé aussi beaucoup sur la RSE, en disant, bah voilà, c'était censé être une entreprise engagée. Oui, donc les critères ESG,
C'est pas tout à fait, pour moi, il y a une distinction. Voilà, ouais. Mais on va y venir, parce que j'ai une question là-dessus. Mais alors que quand tu as des projets grand public, à l'échelle internationale, comme ICOP par exemple avec Total, ça fait moins de bruit. Ouais. Au final, les gens en parlent moins, alors que là, il n'est même pas question de RSE, il n'est même pas question de ESG, c'est un fait avéré, c'est pas caché. Tu vois, et donc, je suis assez méfiant avec les réseaux qui ont tendance à vouloir, je trouve, des fois déconstruire des belles initiatives. C'est facile de taper comme ça, de déconstruire quelque chose de bien monté. On est clair, pour moi, il n'y a pas que les... Je disais, c'est pour ça que je parlais de l'ADEME et tout, il n'y a pas que les réseaux, il y a aussi tous les opérateurs, les régulateurs. L'ADEME, je continue là-dessus, qui est l'agence sur l'environnement et la maîtrise de l'énergie, si je ne dis pas de bêtises. À un moment donné, tu nous dis le ESG c'est bidon. Alors, non, mais je dis pas que certaines je te rejoins dans le sens où, pour dire qu'une entreprise est durable, le ESG c'est bidon. C'était. On est d'accord. Je pense que ça l'est toujours pour dire qu'une entreprise est durable. Ça, je suis moins sévère que toi. Ça l'est pas pour regarder comment une entreprise va gérer son risque. Voilà. Mais oui, tu vois des entreprises polluantes et qui tuent des milliers de gens chaque année, qui ont des scorings ESG exceptionnels. Comment aujourd'hui on peut se dire, et est-ce que tu as une réponse à nous apporter sur, pourtant la réglementation va sur un renforcement de ces critères ESG à prendre en compte pour définir des rapports, des obligations et ce que serait une entreprise engagée ou pas. Comment c'est possible, alors qu'on sait que ça n'engage absolument pas la durabilité d'une entreprise d'avoir un scoring ESG, on a une réglementation qui continue de pousser à dire hey, le ESG, le ESG, le ESG. Et à tel point que même aujourd'hui, dans le discours des gens, qui travaillent dans le monde de la finance, j'entends des fois des gens dire un placement en ESG. Ah, j'ai investi dans le ESG. Voilà, c'est devenu quelque chose qui, je dis ces 3 lettres, c'est bon quoi. Amen, je suis génial, je fais du durable. Comment ça se fait? T'as une réponse à ça? Moi, je te dis, alors, on est dans ces phénomènes que je te disais, c'est que pour aller au plus simple, pour convaincre les gens, pour les faire bouger, les faire adhérer à quelque chose, ce phénomène-là d'être capable, dans la communication, de convaincre, même si c'est bidon, mais il existe toujours. Et donc ça, c'est un phénomène qui a toujours existé dans l'histoire humaine et qui, je pense, existera encore longtemps. Et à côté, un autre phénomène qui là est quand même beaucoup plus sympathique, c'est des gens qui s'assurent qu'au niveau des sources, au niveau de la façon de compter, au niveau de... Voilà, qu'il n'y a pas... Voilà. Mais c'est plus compliqué. Ah ben on est clair. Et dans le monde qu'on a actuellement, on est quand même dans une recherche de « ok, on veut changer, mais touchez pas trop à notre confort ». J'ai l'impression que la RSE cosmétique, j'aime bien ce terme, prend beaucoup plus de place que la RSE... engagée, que la vraie RSE sur le... Justement, là il me semble, même si encore une fois, il y a 50 exemples qui vont toujours dans le sens de dire, voilà, il y a, comme je dis, ou un fumage, c'est gentil, ou foutage de gueule, c'est pire, qui continue à exister. Ce qu'on voit aussi par ailleurs, et depuis un moment, enfin au moins depuis 2019, la loi Pacte en France, qui est peut-être, qui n'est pas sur le sujet RSE, qui n'est pas trop connu, où on ne voit pas trop les tenants aboutissants, mais pour tous les acteurs, tous ceux qui s'intéressent au sujet, c'était vraiment une grosse évolution. C'est là aussi, et la Banque de France, dont je te disais les calculs qu'ils ont fait, pourquoi, comment, il y a ce phénomène de dire, pour que ce soit vraiment significatif et qu'on puisse considérer qu'une entreprise, elle est dans la RSE version, ça a un impact intéressant sur ses résultats financiers, sur ses impacts et tout, ça ne peut être qu'une RSE globale, sérieuse, stratégique. Voilà. Ce qui a beaucoup changé, c'est l'affirmation, la confirmation, quand on est sérieux, que la RSE version cosmétique, machin, qui est encore celle qu'utilisent beaucoup alors surtout de grandes organisations, ce n'est pas de la RSE. Voilà. Vous pouvez encore prétendre que c'est de la RSE parce que vous touchez à tel ou tel critère de la RSE, mais en fait, nous on va regarder, et si vous faites que ces X actions dans votre boîte, et que vous ne touchez pas à tel et tel autre sujet, qui là sont peut-être beaucoup plus significatifs, vous n'êtes pas RSE. Enfin, mais du coup, ok, je ne suis pas RSE, mais il n'y a rien qui m'empêche de communiquer là-dessus aujourd'hui. Ce que je te dis, c'est l'étau se resserre, c'est vrai encore, mais l'étau se resserre sujet par sujet, parce que qui dit interdire tout ça, c'est de la régulation, il faut avoir des éléments tangibles. Là, on est dans tous ces phénomènes, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre là, de taxonomie, de c'est quoi les critères, comment on les classe, comment on priorise, comment on mesure, comment on compte. Sans être dans le détail technique, nous livrer aussi, toi, ton point de vue d'expert, en nous disant, est-ce qu'aujourd'hui, on est quand même en train de se dire qu'on va retrouver du vrai sérieux
dans la communication RSE et qu'il y a des choses qui se mettent en place pour bannir justement ce qui aujourd'hui fait beaucoup de mal je te confirme, à l'impact, à l'engagement, c'est cette RSE. Alors, au niveau communication, il se trouve qu'il y a quelques semaines, on a fait à Toulouse un événement en collaboration avec d'autres associations sur la communication responsable versus le greenwashing, où il y avait des gens de l'ADEME, des gens au niveau national qui travaillent sur ces sujets, et c'était vraiment passionnant parce qu'on voit qu'il y a de l'évolution. On n'est pas encore le monde parfait où ça y est, mais il y a vraiment des choses qui se mettent en place, avec des contrôles, avec des critères qui disent là, c'est pas bon, vous pouvez juridiquement être attaqué, et si vous êtes attaqué, vous allez perdre, vous allez devoir payer une amende, vous allez être empêché d'eux et tout ça, chose qui met du temps chaque fois, c'est juridiquement, c'est joli c'est long parce que il faut une très grosse machine. Voilà, donc tout ça, les années précédentes avec les tricheurs, hop, tel procès, finalement il s'échappe et tout, se blendent les arguments juridiques, les éléments de preuve, les méthodes de calcul, il faut se mettre d'accord et tout. Ça, on est en chemin. On n'est pas arrivé au bout. Voilà. Donc ça, c'est très flagrant au niveau com. Bon. Il pour ce qui est du reste, voir justement. Et je te dis qu'il y a aujourd'hui des entreprises qui se font, des entreprises qui avaient pris des habitudes au niveau communication. D'ailleurs, les services de communicants, c'est un des gros problèmes qu'ils ont. Et j'en discute souvent avec mon ami Daniel Luciani, qui est un spécialiste professionnel de la communication responsable et tout, qui me disait, il fait des interventions dans les groupes de communication. Enfin, les communicants ont pris des habitudes liées à un certain confort dans la façon de convaincre des êtres humains. Ce que je te disais, les biais qu'on a tous, de préférer entendre telle chose que telle autre, de fait de pouvoir raconter que la voiture, tu fais une publicité, la voiture elle circule dans une ville où il n'y a pas de circulation, où elle est, tous ces critères-là qui malheureusement sont encore autorisés. On n'est pas loin de la manipulation. La frontière entre c'est de la manip, c'est-à-dire vous allez trop facilement utiliser les biais humains que l'on connaît. Maintenant, il y a eu tout ce qui est comportemental, il y a beaucoup d'études aussi qui font des recoupements, qui donnent vraiment des éléments scientifiques, des éléments tangibles, pour dire là, messieurs les communicants, ou mesdames les communicants, on ne vous autorise plus à utiliser quelque chose qui fonctionne, qui est très bien, qui vous a toujours permis de marquer des points. Pareil, les clics, tous les acteurs que l'on connaît, les GAFAM et compagnie, tout ce qui fait qu'on attire votre attention, on vous pousse assis, voilà. Petit à petit, connaissant ces biais, la mécanique, connaissant aussi les effets pervers, les impacts d'embarquer les gens dans des choses qui les font consommer, qui les font acheter des produits dégueulasses, de les pousser à racheter le truc dont ils n'ont pas besoin. Enfin, tous ces mécaniques-là, on est en train de voir jusqu'où ça nous mène. On voit, après dans la RSE, on voit les effets pervers et après on voit liberté de la contrainte. Communication libre aujourd'hui sur le côté commercialisation, surproduction. Voilà. Mais on est a priori dans des pays démocratiques, pays libéraux. Donc après c'est tout ce qu'on voit là, tous ces phénomènes, à quel moment je contrains, j'empêche, j'interdis, et à quel moment on est dans un monde libre, j'ai des biais, je me fais avoir, j'achète, je mange trop. À quel moment on vient m'expliquer, t'as plus le droit Bon, il y a quand même une part d'abus de confiance et de manipulation là-dessus, parce que même, on ne peut pas reprocher aux gens de voir à longueur de journée des publicités qui disent, voilà, en faisant ça, vous prenez soin de l'environnement, vous prenez soin de vos enfants, on joue sur ces cordes sensibles, et puis en fait, les gens n'ont pas forcément les compétences ou le temps d'aller vérifier que ce qui est dit est vrai ou pas. Et on a envie de faire confiance à des instances politiques, à des organismes. Oui, on a envie. Voilà, on a mis, mais on est mal barré. Par ailleurs. On arrive à la question phare de ce podcast. On a avec nous quand même. J'aime bien le terme papa de la RSE. Alors, avec tout le respect, avec tout le respect que je te dois, bien évidemment. Mon cher Thierry, mais on a quand même rarement des gens qui ont l'expérience que tu as aujourd'hui dans la RSE, et donc tu es bien placé pour nous dire voilà comment a évolué la RSE. On en a beaucoup parlé, on se rend compte que ça s'est beaucoup accéléré sur un temps court au final. Nous, ce qui va être important de savoir, comment la RSE va être demain, comment elle va évoluer, à quoi elle va servir. Donc la RSE est demain. Voilà.
Alors clairement, là, quand tu parles à quelqu'un qui, comme moi, est plutôt voilà, militant de la RSE, qui envoie les aspects positifs tout en ne négligeant pas les aspects négatifs, moi, la projection que je fais et qui continue à me mobiliser, c'est qu'on va vers des choses plus intéressantes, avec une RSE qui aide à faire que notre monde évolue vers le mieux. Voilà. Moi, les signaux que j'ai observés ces dernières années, ce que je vois se projeter, que ce soit au niveau normatif, au niveau de la façon dont les gens commencent à rebondir dessus, j'ai quand même des signaux plutôt sympathiques, même si à côté, dans le monde où on est, il y a tout un tas de choses qui peuvent te laisser penser l'inverse. Au niveau normatif, on parlait depuis tout à l'heure voilà, un peu de cette bataille entre ceux qui profitent, qui avancent, qui trichent un peu, voilà, qui font des choses, mais qui surtout racontent beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que ceux qui font vraiment. Tout ça, c'est en train d'être pris en compte dans une nouvelle réglementation normative européenne. Depuis le 1er janvier 2024, il y a ce qu'on appelle la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, une nouvelle façon d'exiger des entreprises, des grandes, et demain, 2026, 2027, 2028, des moyennes, des ETI jusqu'à certaines PME, on les oblige à communiquer, donc de la communication, comme on l'appelait, extra-financière, c'est de la communication, en fait, des rapports de durabilité. On les oblige à dire des choses très, très importantes, surtout en Europe, avec un choix fait d'aller au-delà de ce que les Américains réclament. On parle alors c'est un peu technique, mais de double matérialité, c'est-à-dire on demande déjà aux entreprises depuis quelques années d'être capables d'expliquer au niveau de leurs résultats financiers, de leurs projections financières, comment elles prennent en compte les impacts des grands enjeux planétaires, le climat, la biodiversité, tous ces sujets. On leur demande d'expliquer comment elles le traitent au niveau de leur compte, de leurs résultats, voilà, y compris à terme. Voilà. Vous êtes dans une activité qui dégage une grosse empreinte carbone, les enjeux climatiques sont ce qu'ils sont, expliquez-nous comment ça va impacter votre activité, qu'est-ce que vous faites pour contribuer à diminuer votre impact, et comment ça joue sur vos comptes, est-ce qu'il faut que vous investissiez beaucoup, il y a peut-être des activités qu'il va falloir que vous arrêtiez parce qu'elles sont trop polluantes, ou voilà. Expliquez-nous tout ça, donnez-nous des chiffres. Matérialité simple, celle sur laquelle les financiers réclament de l'information depuis des années, parce que ce qui leur importe, les financiers au niveau mondial, c'est où moi-même j'affecte l'argent pour investir, voilà, que je ne me trompe pas sur, que je ne mette pas l'argent sur le mauvais cheval, on pourrait dire, voilà. Ça, c'est la simple matérialité, avec tout ce que ça implique de rigueur pour comment on compte. Est-ce que ceux qui nous racontent qu'ils sont les champions du monde, est-ce que c'est vrai? Donc les calculs, tous les aspects techniques, que ce soit au niveau du carbone, la façon de compter, voilà. Ça a beaucoup changé, il y a encore un chemin assez important. Mais l'Europe, là, pour donc, gros débat et qui aboutit à une décision et une application en 2024, a dit que ça ne suffit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que les entreprises en question, au moins les européennes, elles nous donnent aussi des précisions sur qu'est-ce qui se passe au niveau impact de leur activité sur tout leur environnement. À limite, là, c'est plus de vos comptes à vous financièrement, est-ce que vous allez vous en sortir bien ou pas. Il faut que vous nous donniez des précisions chaque fois que vous avez une activité sur les impacts vis-à-vis de l'extérieur. La biodiversité, vous agrandissez votre parking, votre usine, vous faites ci, vous faites ça. On veut que vous nous calculiez, que vous nous donniez des informations sur tout ce que ça va avoir comme impact. La double matérialité, on est comment l'entreprise influence l'environnement et comment l'environnement influence l'entreprise. Voilà, voilà. Et ça, c'est nouveau, c'est quelque chose qui permet d'intégrer justement cette dimension d'impact dans les deux sens. Voilà. Et d'ailleurs, on l'appelle voilà, le côté... Et ça, c'est obligatoire depuis 2024 voilà. Pour les entreprises européennes. Les grandes, et avec un temps donné à des moyennes et tout, qui, jusqu'à présent, même les ETI, comme on dit, les entreprises de taille intermédiaire, qui n'étaient même pas concernées par d'anciennes réglementations, qui obligent déjà depuis fort longtemps les grands groupes à donner de l'information extra-financière. Voilà. Là, la nouvelle CSRD précise tout un tas de choses sur qu'est-ce qu'on attend comme information. Ne nous racontez plus un peu ce qui vous arrange. Nous, on vous demande sur tel et tel sujet d'être très précis. Quand vous nous donnez des chiffres,
À une époque, on vous a laissé nous expliquer comment vous preniez en compte, comment vous calculiez, que vous faisiez ci, le périmètre. Ça, c'est terminé pour plein de sujets. On vous donne la méthode. Voilà, c'est la méthode X. Vous l'appliquez, vous nous dites qu'est-ce que ça donne chez vous. Voilà. Ça, cette évolution-là, elle est en train donc de toucher aussi les ETI qui n'étaient pas du tout obligés de donner l'information. Elles, direct, elles passent aux informations double matérialité, sans passer par... Voilà. Mais on leur laisse un peu de temps pour comprendre de quoi il s'agit, pour récupérer les données, voilà. Donc 2027, 2028, donc il y a un timing prévu de montée en puissance et d'obligation pour toutes ces entreprises-là, y compris les PME cotées, voilà, toutes celles en fait qui sont en relation plus directe avec le marché et les investisseurs, elles vont être obligées de donner le même type d'infos. Ça c'est l'Europe. Les Américains nous pensent un peu fous en obligeant à avoir ce côté impact vis-à-vis de la nature et tout. Mais l'Europe a fait le choix de dire il faut être cohérent. On veut un monde qui soit capable de ne pas aller vers les 2, 3, 4 degrés de température. On veut ci, on veut là. Il faut qu'on oblige les entreprises européennes au moins. Et les entreprises, et c'est là le gros débat qu'il y a eu sur l'Europe, qui ne sont pas européennes mais qui veulent nous vendre des produits, on va leur demander de se référer à tous ces nouveaux paramètres. Voilà. Et ceux qui veulent nous vendre des produits qui ne sont pas fabriqués dans des conditions que nous, on exige de la part de nos entreprises européennes, eh bien, ou on va les interdire, ou on va les taxer, pour recréer voilà, un système quand même au niveau concurrence, s'il doit y en avoir une, et c'est là qu'on dit qu'il faut que l'Europe soit moins bête, on a toujours été sur la concurrence qui aide, voilà, c'est concurrence, oui, mais avec des règles similaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas du tout comme les Européennes obliger tout ça, on va quelque part filtrer, voilà. Ça c'est la tendance, alors, politiquement, qui a fait débat et qui a quand même été approuvé par l'Europe, par les textes européens, et qui est actuellement mise en œuvre. Certains résistent, des syndicats patronaux disent ça va trop vite, on nous demande trop d'informations, on ne sait pas calculer, on va se faire avoir par les Chinois ou d'autres qui eux se foutent de tout ça, on va continuer, on a besoin d'acheter des produits pas chers. Donc demander aux Européens de faire gaffe à la façon dont ils fabriquent et laisser, on va mourir, voilà. Tous ces débats-là, qu'est-ce que ça va donner au bout du bout? On sort d'élections européennes, on se demande, voilà, ceux qui aujourd'hui montent en puissance au niveau européen, c'est ceux qui disent justement, ces histoires de normes, d'obligations, il faut arrêter. Voilà. Oui, tu sens qu'aujourd'hui, au niveau politique et au niveau européen, ce qui monte de plus en plus, c'est un ras-le-bol de ces obligations de respect de l'environnement et du social, alors qu'au final, c'est quelque chose qui est censé nous protéger et nous permettre d'avoir des libertés sur les 10, 15, 20 prochaines années. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais on parlait du grand procès de la RSE. Le grand procès de la RSE, celui qui arrive, l'acte 8, le 7 octobre, le sujet, c'est la RSE va être accusée d'étranglement normatif des entreprises. Voilà, on met ça sur la table, le discours qu'on entend très critique, y compris en France, y compris de certains mouvements patronaux les plus traditionnels, qui mettent surtout en avant le fait que les normes, c'est impossible à gérer, que ça crée des contraintes, que ça crée des coûts qui sont insupportables et qui vont tuer les entreprises. C'est pareil, le changement sans difficulté, c'est pas le changement forcément dont on a besoin. Et c'est toujours normal qu'il y ait de la résistance. C'est peut-être aussi bon signe. C'est-à-dire qu'on aura de changer des choses qui ont besoin d'être changées. Je le prends aussi souvent comme toi, me disant quand ça fait réagir à ce point, c'est que ceux qui composaient assez facilement avec les règles jusqu'à présent, c'est un peu le cas de ce qu'on disait là, avant que la CSRD, cette nouvelle, avec l'obligation de compter d'une certaine façon, peut-être que certains avaient trouvé assez confortable de rester un peu dans la zone de flou, voilà, ni vu ni pris, je fais ci, je fais ça. Là maintenant que tout ça c'est fin de récréation, on vous oblige à, tout d'un coup c'est oh, on n'est pas d'accord. Alors après je te dirai le fond de ma pensée, parce que bon, je suis amené à discuter beaucoup avec les syndicats, avec les représentants ici patronaux, on a été en partenariat avec tel ou tel. L'évolution de la RSE et l'évolution des postures de ces syndicats, de ces représentants patronaux, me laisse à penser qu'il y en a certains quand même qui jouent vraiment voilà, ils jouent à l'envers de ce vers quoi il faut aller.
Et que là, ça devient trop flagrant. Les intérêts collectifs passent au second plan. Ça devient trop flagrant, et surtout le discours, alors MEDEF, AFEP et tout, pour ne pas les citer, voilà, qui sont quand même surtout à défendre les grands groupes, qui disent on va tuer les PME en obligeant aux normatifs, alors qu'en fait ils pensent surtout aux grandes organisations qui ont pu allègrement pendant des années faire leur RSE cosmétique, leur RSE je te raconte un petit voilà, et qui voilà. Là ils pleurent avec, ils mettent en avant les pauvres PME, et je peux te dire, moi j'ai eu participé à des discussions nationales et tout sur ces sujets, les PME ils s'en foutent totalement, c'est pas leur problème. Ils sont surtout, donc, en termes de représentation et représentativité, à s'occuper, la FEP, voilà, le CAC 40 et tout, sachant que ces nouvelles façons de compter, ces nouvelles directives, c'est en train de secouer sérieusement, plus sérieusement qu'avant, leur façon de faire. Ils sont inquiets, et là, ils tirent, voilà, c'est un peu, on tire de tout bois, et on sait qu'on ne va pas bouger la population en leur disant qu'il faut défendre Total et compagnie. Ils préfèrent dire... grâce à nous, il faut sauver les pauvres petites PME, alors que ces PME, dans les appels d'offres aujourd'hui, première démarche qu'utilisent, je ne veux pas dire tous les grands groupes, toutes les grandes organisations, mais dans leur mécanisme, dans ce côté performatif, les règles du jeu, c'est mets la pression sur tes fournisseurs. Si tu as un poids dans la relation en ta faveur, si on te dit qu'il faut faire des efforts au niveau carbone, au niveau empreinte carbone, on te dit aussi maintenant, scope 3, il faut que tu regardes en amont, au niveau de tes fournisseurs, en aval, comment ça se passe. En amont, mes fournisseurs, je vais leur mettre une pression terrible pour qu'ils diminuent, pour qu'ils arrivent à trouver des solutions, pour qu'ils diminuent l'empreinte carbone des produits que je leur achète. Et je vais faire ça en leur disant, vous me le vendez au même prix qu'avant. Hein. Voilà. Ça, cette mécanique-là d'achat soi-disant responsable, qui est presque un des premiers axes pour gagner des points, diminuer sur tout le périmètre ton propre scope. Moi je dis si ça c'est de la RSE, moi j'ai pas compris la RSE. Normalement c'est une relation voilà, équilibrée avec ses parties prenantes. Heureusement, je dis ça, c'est ce qui est le plus courant. Il y a des groupes, même des grands, qui se disent il faut qu'on collabore avec mes fournisseurs, même les plus petits. J'ai besoin de leur capacité à innover, à trouver des... Voilà. Et il vaut mieux que je vois avec eux comment je les aide à fabriquer des produits, à me les vendre à des coûts qui, moi, me restent supportables, mais je leur laisse quand même la marge, les moyens de faire le boulot, d'aller vers la durabilité. Là, dans ce que tu nous expliques, c'est que la RSE de demain, ça va être le traitement de la donnée, comment je source, comment je l'analyse, comment je la restitue. La RSE de demain, ça va être aussi un combat pour survivre face aux politiques, parce qu'on voit bien que les scores là, des européennes mettent en avant des pensées politiques qui vont à l'opposé de la RSE et de la protection de la biodiversité, de l'environnement et du social. Et puis aussi des enjeux d'apprendre à communiquer ensemble, les entreprises, les parties prenantes. Et d'ailleurs, sur ce point-là, je sais que tu parles des fois de RSO. Voilà. Responsabilité sociétale des organisations, qui normalement devrait être le terme, parce que à la base, la responsabilité sociétale, ça concernait, donc ISO 26000 et tout, ça concernait l'ensemble des organisations publiques, privées, voilà. Donc on en a fait la RSE ramenée aux entreprises, voilà, mais c'est vraiment toutes les organisations. Et ce que je vois, moi, voilà, on en parlait, c'est qu'au niveau de l'ensemble des organisations, y compris publiques, et surtout, je dirais, il y a un phénomène, moi, que je ressens, c'est les organisations à taille humaine, c'est-à-dire même les collectivités territoriales, petites villes, petits services, voilà, qui ont de plus en plus, qui évoluent de plus en plus vers une demande de responsabilité sociétale globale. Voilà, les personnes qui ont été parfois amenées, alors parfois par des consignes, parfois obligées ou sollicitées à faire des choses, sur le terrain, percutent que toutes ces actions, il faut qu'il y ait une cohérence globale, qu'il faut qu'il y ait des choses transversales qui se passent, que faire tel effort d'un côté, si vous négligez tel autre, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Vous avez des usagers qui se plaignent que vous n'êtes pas responsable parce que vous êtes peut-être bon dans tel ou tel traitement, vous vous occupez super bien des personnes en situation de handicap. Par contre, vous négligez complètement le côté biodiversité, vous montrez que vous n'êtes pas du tout. Les gens vont être critiques. Voilà.
Donc cet impératif de cohérence globale, les acteurs de terrain, qui en plus peuvent, dans des organisations à taille humaine, échanger avec leurs responsables, il n'y a pas de 53 échelons, sont en train de demander, et d'ailleurs ils nous sollicitent pour amener des messages, pour amener quelque part des billes, pour confirmer que même techniquement, que tout ça c'est non seulement intéressant, mais c'est jouable, et beaucoup plus cohérent que de fonctionner en silo avec respecter tout un tas, cocher des cases et compagnie. Voilà. Ce mouvement-là qui existe dans les collectivités, qui existe dans les PME, voilà, parce qu'encore une fois, je disais les personnes, c'est là que nous on parle du RSE incarné. Souvent dans la représentation qu'on fait de la responsabilité sociétale, dans les outils qu'on utilise, on est dans le conceptuel à mort. Les parties prenantes, on fait des cartographies de parties prenantes, on hiérarchise dans des matrices de matérialité, avec voilà, des ensembles, des organisations, que des concepts. On oublie totalement, enfin on oublie. On parle de l'humain par ailleurs, le côté social, mais quand on modélise, l'humain il a plus sa place. Moi je dis, mais parce que c'est le terrain qui me le dit et la connaissance du PME, il faut absolument revenir à l'humain. La relation entre une PME et un grand groupe, c'est pas PME X, le grand groupe Y, deux ensembles sur un schéma, c'est X personnes, un dirigeant d'une PME qui est en relation avec un acheteur, une personne X dans le grand groupe. Et suivant cette personne, comment elle est câblée, les efforts qu'elle fait, comment elle voit la responsabilité, ça peut énormément changer dans l'interaction entre ces personnes. Mais voilà. C'est pas quelque chose de magique, la RSE. C'est des hommes et des femmes qui font des efforts et toutes les normes. Qui mettent des choses en place dans les organisations. Tu parlais tout à l'heure des données, tout ça, mais bien sûr que ça on en a besoin. Et alors l'intelligence artificielle, le truc, ouais. On a besoin de fournir à la grosse machine, celle qui calcule, qui sert de probabilité, les grands comptes, tout ça bien sûr. Mais ça coûte beaucoup en énergie, on ne va pas reparler, mais bon, attention aussi, tout ça d'un côté, mais tant qu'on n'a pas, qu'on ne remet pas l'humain, on passe à côté de, justement, le côté concret, tous ces aspects qu'aucune donnée ne permettra jamais d'analyser. Voilà. Donc, on a beaucoup parlé dans l'entretien de RSE stratégique. Nous, on insiste beaucoup aujourd'hui, avec Planète RSE, de la RSE incarnée. Il faut une RSE plus incarnée. C'est vraiment les messages qu'on fait passer. Voilà, qui prennent même, qui soient au-dessus, qui soient au-delà des chiffres, des comptes dont on a besoin. Mais il faut vraiment qu'il y ait voilà, ce côté, qu'est-ce qui se passe dans l'humain. Et quand on arrive à ça, et là franchement j'ai des exemples, des choses qui même moi me surprennent, c'est que tu arrives à des résultats, tu arrives à enclencher des actions, tu arrives à faire des choses, mais jamais de la vie dans un bureau devant des schémas, tu aurais pensé que ce soit possible. Ce sont les gens de terrain qui, dans leur interaction, arrivent à trouver des solutions, font des choses que jamais de la vie aucun responsable n'aurait imaginé. On en revient à ce que tu nous disais lorsque tu racontais un petit peu ton histoire. À ce moment, on est passé de gens de terrain, du local aussi, hein, des gens qui comprennent leur environnement, leur écosystème, à quelque chose de plus structuré financièrement, et on dénature un petit peu ça. Donc le constat est là. Petite question pour terminer, Thierry. Un conseil à appliquer pour tous dès demain. Mais revenir à lui-même, moi, ce que je disais, de repenser que derrière tout ce qu'on peut raconter, il y a des êtres humains, avec leurs biais, on en parlait, mais aussi toutes leurs capacités, parce que pour moi, les biais dont on parle, aujourd'hui, quand tu lis des bouquins sur les biais humains, l'analyse comportementale, tout, je ne sais pas combien de dizaines, voire de centaines de biais humains. Moi, je me dis, à ce niveau-là, ce n'est pas des biais, c'est la nature humaine. Et la nature humaine, si on est comme on est après quelques milliers d'années, voire millions d'années d'évolution, c'est que certainement c'est le truc le plus adapté à la réalité du monde. Donc reprenons un peu confiance. Si tous ces biais existent, alors ces biais certains nous font partir en sucette, et Dieu sait que l'histoire humaine a montré plein de fois que... Mais faisons confiance au fait que tous ces biais, normalement, et surtout, heureusement certains le disent, quand on est à plusieurs, que quelque part on compense nos biais individuels, une bonne intelligence avec d'autres, ça crée un nouvel équilibre. Faisons confiance à tout ça pour construire au-delà des normes CSRD et tout, une RSE de bon sens, proche du terrain. Et ça, quand on dit ça,
les organisations à taille humaine, PME, elles sont déjà dans cet univers-là, c'est leur réalité. Donc, laissons la RSE s'exprimer dans ces conditions-là, et ce que j'arrête pas de dire, c'est inventons une RSE dans ces mécanismes, dans ces procédures, qui soit au service de cette énergie-là, de cette réalité-là, plutôt que de continuer, comme on aime bien le faire en France, à prendre d'en haut, là, top-down, allez, des nouvelles normes, nouveaux trucs, on essaie péniblement d'adapter aux petits, allez, on va leur enlever ça parce qu'on est gentil. Non, non, vous n'avez pas compris, c'est le fait que ça arrive d'en haut, que ça descende, qui est déconnant au niveau méthode. Partons d'en bas, bottom-up, et remontons, et voyons comment on fait les deux se rapprocher. À ce niveau, il y a 50 millions de choses à faire. Et ça, c'est le boulot qu'on fait au quotidien, et que je bouscule toutes nos parties prenantes. Et c'est là vraiment le truc qui me... Malgré tous les signaux négatifs, Europe, les élections et compagnie, c'est cette prise de conscience-là. Je pense qu'elle est de plus en plus partagée. Il faut repartir du bottom-up là, et remonter. Et l'énergie des gens et tout ce qu'on peut faire, de plus en plus de gens en sont conscients. Merci Thierry. Merci à toi pour ces questions, et désolé si j'étais un peu long, un peu trop passionné, mais voilà, tu le savais, tu as eu le droit.